Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette émission sur le Digital Learning. Nous aurons ensemble 2 temps de présentation. Le premier temps sur la restitution des résultats de l'étude confiée au cabinet Mancia et un deuxième temps sur le partage sur les actions que nous allons mener en 2022. 2 temps également d'échange pour chacune de ces parties, 10 à 15 minutes, et vous pourrez réagir sur le chat. Je profite de cette entrée en matière pour remercier tous ceux qui ont participé, tous les organismes qui ont participé à cette enquête, et également le groupe de travail interbranche FOAD avec les représentants des CASNAT, l'Institut 4.10 et bien entendu Lucans sur la direction de la formation professionnelle. Je donne la parole maintenant à Sébastien pour introduire notre sujet. Merci Françoise, bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux à vous être connectés à ce webinaire spécial Digital Learning. Merci à nos futurs intervenants de nous avoir rejoints pour témoigner et apporter leur contribution à cette émission. Je voudrais tout d'abord commencer par donner quelques éléments, quelques enjeux sur la formation avant de rentrer sur le domaine de la formation digitale, mais sur la formation elle-même. Les enjeux pour le régime général, ils sont extrêmement importants, je pense que vous le savez tous, mais je voudrais vous redonner un chiffre. On a dans la décennie qui vient un tiers de nos effectifs aujourd'hui actifs qui ne seront plus dans l'institution, soit par départ en retraite, soit par turnover autre. Donc on est face à un renouvellement générationnel massif. Ça, c'est un premier point qu'on a tous en tête et on se prépare, toutes les équipes RH, Lucans et les branches et les organismes locaux à ce changement d'époque. Et quelque part, l'émission d'aujourd'hui fait partie des actions de préparation à cette bascule. Nous avons une politique RH marquée aussi par la volonté de promouvoir en interne nos salariés. Et donc ça suppose aussi de passer par la formation. Et peut-être que cette promotion interne, on devra y recourir encore davantage dans les prochaines années puisqu'on voit qu'on commence parfois à se trouver face à des difficultés de recrutement comme d'autres entreprises. Et souvent, la promotion interne, le fait de former des gens qui sont là pour occuper des postes qu'on n'arrive peut-être pas complètement à pourvoir, peut aussi être une solution. Et là encore, on retrouve la formation. Donc la formation au cœur des enjeux de la réussite du régime général de sécurité sociale demain. Formation qui est aussi très fortement impactée par différents déterminants. Alors il y a des déterminants réglementaires. On a cette fameuse loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Des mutations technologiques qui mettent à disposition, et là c'est plutôt une opportunité, des outils toujours plus nombreux qui nous permettent de faire du distanciel, de varier les modalités pédagogiques. Nous avons aussi la crise sanitaire qui a changé les mentalités et les pratiques. On est maintenant habitué à ne plus fonctionner en unité de temps, unité de lieu, et y compris dans le domaine de la formation. Ça a généré des nouvelles aspirations aussi des salariés. Je ne suis pas certain que demain, des formations 100% présentielles, loin de son domicile, rencontrent l'adhésion à la fois des directions et des salariés. Donc on a aussi ces aspirations des uns et des autres à plus de souplesse dans la façon de se former. Donc voilà quelques déterminants qui nous invitent à accélérer la transformation digitale de nos formations et à les multi-modulariser. On pourrait aussi ajouter d'ailleurs les avancées de la recherche, parce que je pense que dans le domaine de la FOAD, les avancées en matière de sciences de l'éducation, de neurosciences, nous aident quand même beaucoup dans l'ingénierie des formations à comprendre, identifier ce que sera la bonne modalité pédagogique par rapport au contenu et à la compétence qu'on souhaite faire passer à nos salariés. Et c'est un domaine sur lequel il faut que nous restions bien connectés pour que nos formations aient le plus d'impact possible. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a cette émission, mais ça fait des années que ce mouvement est enclenché. Je vais donner 2 exemples interbranches, mais dans les branches, il y a aussi beaucoup de réalisations et il y aura des témoignages tout à l'heure pour le montrer. Il y a eu il y a quelques années la transformation de PASS, qui est un de nos produits de formation essentiels, très connu des salariés puisque ça marque souvent leur entrée à la sécurité sociale. On a plus en termes d'outils la plateforme LMS que nous connaissons tous depuis plusieurs années. Voilà, donc il y a eu ce mouvement qui est enclenché, mais il s'accélère pendant la crise sanitaire pour assurer la continuité de la formation. Tant l'ICADIS que le N3S ont
fortement digitalisé leur formation. Et on voit aussi que dans la capacité à produire des contenus digitaux, là où on tâtonnait encore il y a quelques mois et quelques années, on a dans les branches et en interbranches, voire parfois en faisant appel à des prestataires, la capacité à aller de plus en plus vite dans la production de contenu. Donc on a les bases, on a ces aspirations de tous, mais on a encore beaucoup de travail. Tout cet effort de digitalisation, il faut l'intensifier, il faut l'organiser, il faut s'assurer qu'il se fasse dans une efficience, à la fois délivrer un résultat et une économie de ressources. Et donc, ça passe par l'élaboration d'une stratégie. Cette stratégie, c'est vraiment au cœur des travaux de l'interbranche aujourd'hui en partenariat avec les branches. Il y a des axes qui sont posés, des chantiers, mais avant d'aller plus loin, et surtout à ce moment charnière où on change de période conventionnelle, on voulait faire un temps, on voulait se poser sur quelles étaient les pratiques du digital learning, quelles étaient les bonnes pratiques surtout, qu'est-ce qui nous permettait d'aller vite dans la mise en place de la multimodularisation, quels pouvaient être les freins, quels acteurs fallait-il encore embarquer dans ce mouvement qui n'allait peut-être pas de soi pour tout le monde, donc y avait-il des enjeux d'acculturation, quels étaient les bons outils. Donc pour ça, on a décidé il y a quelques temps de diligenter une étude donc, qui a été confiée à Mincia Conseil. Et donc, ce que je vous propose comme premier temps pour cet après-midi, c'est la restitution des résultats de cette étude avec M. Viette qui est parmi nous, donc directeur associé chez Mincia Conseil, qui va nous livrer les résultats de cette étude. Voilà, c'est pour maintenant. Je vous remercie de votre attention et je vous passe la parole. Merci Sébastien. Bonjour à tous. Donc, restitution de cette étude. Alors, je vais la resituer peut-être. Hein. On a fait les entretiens entre septembre et décembre 2021. Donc, on était en sortie de crise, mais pas complètement, puisqu'on avait encore les masques et on ne savait pas trop comment ça allait reprendre. Donc, ça explique aussi un certain nombre de constats. Et puis, pour mémoire, donc, on a réalisé cette étude en s'appuyant sur des entretiens avec les caisses nationales, notamment les fonctions RH, avec l'UCANS bien sûr, l'Institut 410, le N3S, et puis également des entretiens avec 4 organismes dans chacune des branches, et dans chaque organisme, des entretiens avec la direction, avec des managers de proximité et des agents, donc des agents ou des managers qui avaient suivi des formations, ou parfois des formateurs qui étaient formateurs dans leur caisse. Ce qui fait au total plus de 53 entretiens, avec vous mettez à peu près 3 personnes au moins dans chaque entretien, donc on est entre 150 et 200 personnes rencontrées, donc évidemment l'exercice est un peu ambitieux de restituer ça en une petite demi-heure, mais je vais essayer de faire l'exercice en vous présentant peut-être 2 planches très rapides sur les constats qu'on peut tirer des entretiens qu'on a eus, et puis ensuite nos recommandations en 10 points sur comment finalement développer l'usage du digital learning dans les politiques de formation des branches. Alors sur les éléments de constat, comme je le disais, évidemment, on est intervenu après la crise. On voit bien que la crise Covid a été un formidable accélérateur. Je ne dis rien de nouveau en disant ça. Il y avait déjà des choses qui étaient initiées, mais à pas un petit peu compter. Et je dirais que la crise Covid a été finalement une obligation pour l'ensemble des caisses, pour maintenir la continuité de la formation et puis le maintien de la performance des caisses. Hein, ça nous a été redit, c'était vraiment ça l'enjeu. Et ce qu'on peut dire, c'est quand même, si on regarde ça de l'extérieur, hein, de la même façon que les organismes ont tous fait face à la crise, le dispositif formation a aussi fait face, puisque je regardais dans les chiffres du rapport 2021, je crois qu'en 2020, vous avez réussi à réaliser, en tout cas dans les formations qui étaient programmées par l'Institut 410, quasiment 70% de ce qui était prévu en présentiel a pu basculer en ce que vous appelez la digitalisation substitutive. Fin 2021, finalement, qu'est-ce qu'on constatait ? On constatait qu'il y avait des briques de stratégie digital learning. Alors je dis des briques parce que pour moi, la stratégie n'était pas complètement définie. On était sur des stratégies un peu de sortie de crise. Tout n'était pas encore formalisé, stabilisé. Et puis, on n'était pas encore dans la projection sur, à terme, la vision cible de ce que sera le digital learning dans la politique de formation. Puisque, comme vous le disiez, finalement, l'enjeu, c'est les enjeux de formation, ce n'est pas le digital en soi. Donc, des niveaux de maturité un petit peu différents selon les branches. Et puis, un constat, c'est qu'on n'avait pas encore suffisamment de recul pour avoir une évaluation
de la qualité, des impacts et puis des coûts. C'est-à-dire que quand on posait la question de finalement tout ça, combien ça coûte et finalement où on en est, on avait assez peu d'éléments de réponse. Deuxième élément de constat important, c'est qu'il nous semble qu'il y avait un bon consensus entre les branches, même si tout le monde n'est pas nécessairement complètement d'accord sur toutes les finalités, mais en tout cas, il y avait un consensus sur le fait que le digital learning avait des aspects positifs pour les agents et pour les caisses. Pour les agents, parce que ça permet l'individualisation des parcours, ça permet de responsabiliser l'apprenant, ça permet une meilleure accessibilité de la formation à tous les agents, on arrive à démultiplier des formations de manière très très rapide, et puis ça limite aussi des contraintes, parce que les déplacements, ça a un coût pour les caisses, mais c'est aussi des contraintes pour les agents. Et puis un consensus sur l'intérêt pour les caisses, en termes de souplesse, de rapidité de diffusion, de mutualisation, d'optimisation des coûts, et puis de manière indirecte, finalement, ça contribuait à l'acculturation des agents aux outils digitaux, qui est un sujet que l'on voit évidemment dans toutes les caisses. Côté agents et managers, il nous semble qu'à travers les entretiens qu'on a pu avoir, il y a une appétence, enfin je pense qu'on pourrait dire une vraie appétence sur des outils et des formations en digital learning, mais évidemment il y a des interrogations et des attentes. Et puis, il y a des difficultés qui ont été soulevées. Il y a des interrogations sur la bonne adéquation des contenus de formation ou des formats aux objectifs pédagogiques, aux situations, etc. Et évidemment, un point qui est souvent cité, c'est la notion d'interactivité. Et on voit bien que les formations en digital qui ne permettent pas l'interactivité avec un formateur ou avec des apprenants pairs sont moins souhaitées par les agents. On voit aussi qu'il y a des questions d'outils, de capacité réseau, de problématiques de connexion, des problématiques d'espace de travail. Et on voit très clairement que la formation sur le poste de travail, on nous dit parfois quand on est dans un environnement ouvert, ce n'est pas forcément évident. Et puis, il y a un point qui nous paraît important à avoir en tête en termes de risque, c'est que parfois quand on nous expliquait ce qui avait été fait, ce qui avait été développé, on nous dit toujours d'abord le nombre d'outils e-learning qui ont été développés. Donc, et ça, il faut souligner aussi l'importance de l'offre qui a été développée, puisque je crois que dans chacune des branches, on devait avoir plus de 100 outils, 100 modules de e-learning. Et parfois, on se disait, mais est-ce que c'est de la formation ou est-ce qu'on est sur l'information ? Et pour nous, il y a un risque de glissement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être prudent sur cette question-là. On pourrait avoir tendance à penser qu'on a fait beaucoup de formation et en fait on est sur de l'information. Quand je fais un module e-learning pour expliquer l'intégration du RSI, est-ce que je suis sur de la formation ou de l'information ? Je ne sais pas, je vous en laisse juge, mais c'est important d'avoir cette vision pour ne pas glisser trop sur de l'information. Et je le dis d'autant plus parce que sinon les agents vous interpelleront là-dessus. Si ce n'est pas les agents, ce seront les partenaires sociaux. Et ils ont raison d'être vigilants sur ces points-là. Et puis évidemment, il y a beaucoup de bonnes pratiques qui se font un peu partout, qui se font dans les caisses, qui se font à l'échelle nationale dans les branches. Et tout ça, évidemment, ça mérite d'être valorisé et diffusé. Alors, je m'arrête là sur un peu les éléments de constat rapide et j'en viens aux recommandations. On a structuré nos recommandations autour de 10 points qui pour moi sont finalement les 10 objets de réflexion qui sont nécessaires si on veut construire une stratégie de développement du digital learning qui soit performante et raisonnée. Que je le disais tout à l'heure, l'objectif ce n'est pas le digital en soi, l'objectif c'est comment on arrive à intégrer le digital learning dans les outils et modalités de formation pour être plus efficace dans la politique de formation, évidemment, que vous développez au niveau institutionnel. Alors, je passe sur ce slide puisque je vais développer chacun des points séparément. La première recommandation, évidemment, c'est de définir et de formaliser la stratégie de développement du digital learning, partagé, coordonné à l'échelle institutionnelle. Vous verrez que je reviendrai plusieurs fois sur ces termes-là. Et je sais que c'est des sujets qui peuvent faire débat entre les plans, entre les branches et l'institution, la sécurité sociale. C'est-à-dire, est-ce qu'on dit que c'est une stratégie commune ou est-ce que c'est une stratégie coordonnée qu'il faut définir ? Ma conviction, c'est que entre les branches, vous êtes dans un même univers, vous avez
tout intérêt à avoir des stratégies qui sont effectivement construites ensemble. Et il y a un certain nombre de points sur lesquels il me paraît intéressant d'avoir une stratégie commune. Et il y a des points, parce qu'il y a des spécificités propres à chaque branche, où on peut avoir des approches qui sont un petit peu différentes. Mais il me semble qu'elles doivent être coordonnées. Et pour moi, définir, formaliser la stratégie de développement, c'est 3 points essentiels. J'aurais pu en mettre 4 d'abord. Le premier point, c'est évidemment être au clair sur les orientations stratégiques, c'est-à-dire pourquoi on développe le digital learning, qu'est-ce qu'on vise. Et là, par exemple, l'individualisation des formations, l'accès à la formation des agents, le développement de l'autonomie. Ça, c'est par exemple un point qui fait débat entre les branches. Tout le monde n'a pas tout à fait la même vision que ça. Donc, des orientations stratégiques sur la vision cible de ce que l'on veut faire avec le digital learning. Et deuxième point dans les orientations stratégiques pour moi, des orientations sur l'organisation et les moyens, c'est-à-dire quels moyens on se donne pour atteindre cette visée stratégique. Et puis 2 autres éléments sur lesquels je reviendrai après, qui est la question de si on veut définir une stratégie, ça veut dire qu'il y a à définir un plan de transformation de l'offre. Et là, il me semble qu'il est coordonné parce que vous avez évidemment une part d'offre de formation qui est spécifique à chaque branche, mais vous avez des formations communes. Et puis, 3e point, et qui me semble moins abordé aujourd'hui, en tout cas dans ce qu'on avait pu voir fin décembre, fin 2021, c'est une stratégie et un plan d'accompagnement coordonné, j'y reviendrai, plan d'accompagnement auprès des formateurs, des managers et des agents. Évidemment, tout ça, définir une stratégie de développement du digital learning à terme, puisqu'on est encore dans l'émergence, j'allais dire, de cette stratégie-là, mais à terme, on est bien dans une stratégie formation qui intègre le digital learning en tant que modalité pédagogique, parmi d'autres. Deuxième recommandation qui nous paraît essentielle, c'est la question du pilotage. Consolider le pilotage de l'activité digital learning et évidemment, à terme, intégrer dans le pilotage des politiques de formation institutionnelle des branches. On a vu, quand on a fait notre étude, qu'il y avait encore relativement peu d'indicateurs de pilotage de l'activité. On suivait, je me souviens d'une lettre réseau dans une des branches qui disait on suit le nombre de personnes inscrites et le nombre de personnes réellement présentes dans une formation. C'est un indicateur comme un autre. Mais on voit bien qu'il y a à développer des indicateurs et il me semble qu'il faut là aussi avoir une vision partagée des indicateurs au niveau institutionnel, branche et organisme, puisque vous avez un rapport institutionnel sur les politiques de formation, qui intègre un certain nombre d'éléments qui sont évidemment la mesure de la qualité de la formation et de l'impact au regard des objectifs visés. Si on dit par exemple que le digital learning va permettre d'améliorer l'accessibilité pour les agents, comment on le suit? Et là aussi, j'ai repéré un chiffre, je crois que vous dites dans votre rapport institutionnel que le taux d'accès à la formation est de 64,5% en 2021. Bon, est-ce que si on développe le digital learning, on passe à 80? Je ne sais pas, c'est un objectif voilà. Et donc, il faudra bien mesurer l'impact au regard des objectifs que l'on se donne. Évidemment, il y a également à évaluer le coût et les bénéfices du digital learning. Et puis, il y a à maintenir et à piloter l'usage des différents modes de formation. Et c'est vrai que quand on dit digital learning, en fait, on a un tout dans lequel il y a énormément de modalités pédagogiques différentes et il va falloir, je pense, suivre un peu l'équilibre de ces différentes modalités. Donc à décliner au niveau institutionnel, branche et organisme. Et puis un point qui me paraît important, c'est la vision manager, parce que les managers nous ont souvent dit finalement, nous, c'est pas facile d'avoir la vision de quelles sont les formations qu'ont suivies les agents de l'équipe. Et donc, il y a à travailler aussi sur les indicateurs de pilotage au niveau manager. Troisième recommandation, c'est la constitution d'un véritable réseau de conception en digital learning. Et là, j'affirme à l'échelle institutionnelle, en tout cas c'est ma conviction, c'est-à-dire que quand on regarde, quand on a eu les entretiens avec les différentes branches, on voit que tout le monde développe ses compétences, ses cellules, ses pôles de conception en digital learning. Et on voit qu'à l'échelle de chaque branche, ça se développe avec multipôles, c'est-à-dire qu'il y a une cellule nationale et puis en même temps il y a 2-3 caisses qui sont identifiées comme des caisses pilotes ou qui interviennent sur le développement de l'offre. Et donc, ça donne un peu un sentiment de dispersion. Et notre conviction, c'est que vous avez intérêt à travailler la constitution d'un véritable réseau de compétences en conception digital learning à l'échelle institutionnelle.
Évidemment, dans ce cadre-là, il y a la question de la place de l'Institut 410. Est-ce que c'est une composante du réseau? Est-ce qu'il a un rôle particulier à jouer dans ce développement-là? Là, je n'ai pas d'avis tranché sur cette question-là. Mais en tout cas, je suis convaincu qu'il y a intérêt à avoir une logique de réseau. Ça ne veut pas dire qu'on met toutes les compétences au même endroit, mais ça veut dire qu'on travaille ensemble parce que vous aurez des problématiques de mutualisation de ressources rares, parce que les développements d'outils et de contenus pédagogiques en digital vont être coûteux, peuvent être coûteux, si on veut, quand on parle d'outils de réalité virtuelle, je pense que tout le monde ne pourra pas se doter des outils nécessaires. Et donc, il y a une vraie réflexion à avoir sur la conception d'un réseau qui travaille ensemble et qui développe une réelle expertise. Et je pense que ce sera utile aussi pour vous connecter à d'autres institutions qui ont les mêmes problématiques. Si je regarde pour avoir travaillé avec le CNFPT, ils ont les mêmes problématiques de diffusion d'outils de contenu numérique à l'échelle nationale. Si vous prenez le réseau Canopé qui aujourd'hui est repositionné par son contrat d'objectif sur la formation des enseignants, ils vont avoir la même problématique, avec des problématiques qui sont comment je diffuse à une échelle nationale, comment j'évite que tout le monde refasse la même chose, etc. etc. Donc ça me paraît un point essentiel. Quatrième recommandation, si ma planche veut bien avancer, mais je vois que ça va venir. Quatrième recommandation, c'est évidemment d'organiser une revue complète de l'offre de formation institutionnelle. Alors c'est déjà initié sur un certain nombre de sujets, mais on voit bien qu'il y a eu l'urgence de la crise sanitaire qui a obligé à passer un certain nombre d'offres en tout digital. Peut-être que maintenant, il faut se poser la question de savoir si ce qu'on a passé en tout digital, finalement, c'était performant ou est-ce qu'il faut plutôt avoir des modes hybrides qui mixent du présentiel, des outils digitaux, etc. Donc, il y a une vraie revue de l'offre de formation à faire. Évidemment, c'est à coordonner à l'échelle institutionnelle parce que vous avez des formations communes et puis il y a des sujets qui sont spécifiques à chacune des branches. Et donc ça doit être à la fois sur la reconception des modules. Enfin, je pense qu'on a... Comme en général en formation, finalement le digital learning n'a rien innové là-dessus, mais il y a bien des modules de formation, il y a des parcours, il y a de la formation initiale, de la formation continue, et évidemment il faut travailler sur l'ensemble de ces éléments-là. Et puis, on le lie à cette idée de revue de l'offre de formation, je pense qu'il faut animer à l'échelle institutionnelle le retour d'expérience et le partage d'expérience sur la qualité pédagogique. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais il y a un point qui nous paraît important, c'est la question des standards qualité institutionnelle. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans certains réseaux, et ça c'est vrai à l'échelle des réseaux, vous avez des acteurs qui continuent à développer des modules digitaux dans une caisse et qui ensuite pourraient être mis à disposition dans l'ensemble du réseau. En fait, ils ne pourront être mis à disposition qu'à partir du moment où vous aurez défini des standards qualité et que ces outils seront aux standards qualité qui ont été définis à l'échelle institutionnelle. Et ce n'est pas neutre parce que quand on posait la question des coûts du développement du digital learning, certains nous disaient finalement non, maintenant ça ne coûte pas très cher de faire des outils digitaux. Avec un téléphone portable, vous pouvez filmer des situations, etc. Sauf que d'autres nous disaient oui, mais là on a une qualité qui va être complètement dégradée. Et si on a une qualité dégradée dans les outils, on aura du mal à motiver les agents à les suivre. Donc pour moi, ça c'est vraiment une recommandation essentielle, quatrième, de revue complète de l'offre, mais aussi de retour d'expérience sur la qualité pédagogique en digital learning. Cinquième recommandation, c'est la question de la professionnalisation des formateurs permanents et occasionnels. Ça nous a été dit souvent, ça nous a été dit dans les caisses, ça nous a été dit au niveau des branches. Il y a une attente de la part, vis-à-vis de l'Institut 410. Et en fait, il y a la question de qui fait la formation, qui professionnalise les formateurs. Vous avez vos formateurs permanents, vous avez des formateurs occasionnels des branches qui interviennent sur des formations de l'Institut 410. Donc la question, c'est qui forme ces formateurs. Et en fait, il y a une formation qui est assez complexe, c'est-à-dire c'est à la fois la formation à comment on fait de la pédagogie en distanciel, et c'est pas la même chose de faire une formation en étant présent face à un groupe que de la faire en classe virtuelle. Et puis il y a la formation à l'utilisation des outils d'animation, c'est-à-dire que si je fais une classe virtuelle mais que je ne sais pas utiliser les outils d'animation
pour constituer des sous-groupes, pour travailler, etc., eh bien, effectivement, la formation va être moins percutante. Donc, il y a un vrai travail à faire pour définir, organiser cette professionnalisation des formateurs et puis pour animer cette communauté des formateurs parce qu'on sait très bien que les outils du digital learning vont évoluer en permanence et ont tendance à évoluer très vite. 6e recommandation, c'est de concevoir et de mettre en œuvre un plan d'accompagnement des managers. Et il nous semble que cette dimension-là, elle était, en tout cas quand on a fait l'étude, assez peu prise en compte, assez peu développée. Quand un manager avait une offre de formation qui était en présentiel et que quand il fallait envoyer des agents en formation, on savait que ça allait mobiliser une demi-journée, une journée ou plus, etc. Finalement, c'est une forme d'organisation qui est complètement différente aujourd'hui, avec une offre de formation qui s'est démultipliée, avec des modules qui peuvent être très courts, avec des choses qui me permettent d'individualiser beaucoup plus la formation. Donc tout ça, c'est des opportunités, mais encore faut-il que les managers puissent s'en saisir et s'en saisissent. Et ça ne se fera pas, je pense, de manière naturelle, donc il faut accompagner ça. Le deuxième élément qui nous paraît important sur l'accompagnement des managers, je me souviens d'un manager qui me disait, le problème du digital, c'est qu'on n'a aucune vision sur les acquis de la formation. Bon. En fait, le constat, c'est qu'on aurait pu dire la même chose sur des formations en présentiel, c'est-à-dire que l'agent il revient de sa formation, on ne sait pas plus s'il a acquis, mais il y a une appréhension avec le digital parce qu'il n'y avait pas forcément de l'interactivité, parce que le formateur n'était pas en face pour tester les choses. Et en fait, c'est simplement la question de comment, après une formation, qu'elle soit présentielle ou digitale, comment on s'assure, en tant que manager, de l'ancrage des acquis dans les situations de travail. Et donc, on peut envisager, organiser des choses où finalement le parcours de formation, ce n'est pas seulement le module digital, mais c'est un continuum évidemment qui se poursuit et qui se termine dans la caisse. Hein. Et là, je pourrais faire le lien aussi avec tout ce qui se développe sur la FEST. C'est-à-dire qu'il y a un continuum, il faut boucler la boucle. Et ça aussi, ça ne se fera pas tout seul, donc il faut accompagner les managers. Et puis, dernier point, favoriser la responsabilisation des agents et l'initiative des agents sur le développement de leurs compétences. Ça fait débat dans certaines branches. Je ne sais pas jusqu'où il faut aller dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'il y a des contraintes de production. Mais si on veut favoriser cette initiative des agents, là aussi, ça va passer par une évolution des pratiques de management. Septième recommandation, c'est d'améliorer la lisibilité de l'offre de formation dans sa globalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, vous avez plusieurs catalogues de formation. Il y a le catalogue de l'ICAT-10, dont certains disent qu'il est un peu compliqué, c'est pas forcément évident de s'y retrouver, mais il y a les catalogues des branches, il y a PIX, il y a Projet Voltaire, enfin, on voit qu'il y a une pléthore finalement de catalogues, et donc, si moi, en tant que manager, je me pose la question de quelles sont les formations que je pourrais proposer à mes agents ou quelles sont les formations sur lesquelles il faut que j'inscrive l'ensemble de l'équipe, ce n'est pas évident d'en avoir une vision globale et ce n'est pas forcément évident de l'organiser. Et puis, je pourrais dire ça également au niveau agent, c'est-à-dire que plus j'ai une offre de formation qui se développe et qui est riche, et c'est le cas, et c'est ce qui va se passer avec le développement du digital learning. Quand on voit qu'il y a plus de 100 modules e-learning dans chacune des branches, vous prenez une CARSAT qui est pilotée par 2 branches, donc ça veut dire 200 modules de e-learning. Comment je m'y retrouve dans cette offre-là? Donc il y a une question de lisibilité de l'offre dans sa globalité, digitale et présentielle, et à un moment donné, comment je fais des choix, comment j'organise un parcours de formation. L'enjeu étant de faire en sorte que chaque manager puisse s'y retrouver plus facilement pour mobiliser des formations pour ses agents, pour lui-même, et que l'agent lui-même puisse également se saisir de cette offre. 8e recommandation, et là, je sais que ça fait un petit peu débat, c'est favoriser le développement de l'initiative et de l'autonomie des agents. Ça a été rappelé tout à l'heure par Sébastien. On s'inscrit, j'allais dire, dans la continuité ou dans le sens de la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, qui porte le principe d'une responsabilisation des individus dans le développement de leurs compétences. D'ailleurs, ce qu'on lit aujourd'hui globalement sur les agents, que ce soit du salarié du privé, du secteur privé ou agent, c'est qu'il y a une attente forte de plus grande autonomie, de plus grande initiative, y compris dans le travail. Et là, en fait,
le digital learning en formation peut permettre de mobiliser et de favoriser cette initiative et cette autonomie dans le cadre de la formation. Et cette initiative autonomie, elle peut se développer sur plusieurs registres. Elle peut se développer sur le registre du choix des formations suivies, sous réserve qu'on ait des formations à libre accès et qu'on facilite cet accès-là. Elle peut se développer aussi sur le choix des temps de formation. Et là, on a des approches qui peuvent être assez différentes d'une branche à une autre. C'est-à-dire qu'on voit dans certaines branches, alors je mets évidemment le bémol lié aux situations de travail. C'est évident que quand on est dans une situation de travail en contact avec les usagers ou quand on est y compris dans des activités de back-office, mais avec des exigences de prod et de dossiers qui sont je sais, très fortes. Évidemment, il faut tempérer un peu la souplesse et les marges d'action qu'on peut donner. Mais on voit dans certaines branches où finalement celui qui inscrit un agent dans une formation, c'est le manager, voire parfois le service RH de la caisse. Et on voit dans certaines branches ou certaines caisses une latitude que le manager donne à ses agents en disant il faudrait que tu fasses cette formation-là, mais il faudrait que tu la fasses d'ici 2 mois. Bon. Et à ce moment-là, c'est une approche qui est différente. Donc je ne dis pas que ça peut se faire sur tout type de situation et d'activité, mais c'est intéressant parce qu'on sait très bien que plus la formation est perçue comme une contrainte, moins elle sera attirante pour les agents. Et puis le dernier point, c'est la question des choix de lieu de formation. Est-ce que pour faire ma formation, je dois le faire à mon poste de travail qui est dans une situation où je suis éventuellement dans un espace ouvert, ou est-ce que j'ai des possibilités un petit peu différentes, des espaces dédiés, ou la possibilité de le faire en télétravail. Et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, le télétravail, aujourd'hui, il est parfois utilisé par certaines branches en disant on va faire les formations en télétravail. Pourquoi ? Pour résoudre ou répondre à des problématiques de saturation des capacités réseau. Bon, donc ça peut être un intérêt court terme, mais ce n'est pas une vision cible. Et donc, il y a une vraie réflexion à avoir sur ces questions-là, sur comment on favorise l'autonomie des agents dans l'accès à la formation grâce au digital. Dernières recommandations qui sont sur l'expérience utilisateur ou l'expérience apprenant. Évidemment, une recommandation qui consiste à poursuivre, et je dis poursuivre parce qu'en même temps je suis conscient des complexités dans certains cas, mais poursuivre la fiabilisation des outils, et je pense notamment à la question de la capacité réseau. On peut dire qu'avec la crise Covid, les agents ont été équipés de manière assez large, même s'il y a des différences entre les branches, mais sur les outils propres à l'agent, j'allais dire il n'y a pas de souci particulier. Ce qui nous est souvent cité, c'est la question de la capacité réseau. Ce qui nous est parfois cité, c'est la question de l'ergonomie des outils, la facilité d'utilisation des fonctionnalités de la plateforme LMS, et c'est l'usage de différents outils, y compris pour se connecter à une classe virtuelle, pour participer à ou utiliser des outils en digital learning. Et là aussi, sur ce point-là, je pense que vous avez intérêt à développer des outils communs interbranches, puisque quand vous allez avoir des formateurs qui peuvent éventuellement intervenir sur différentes branches ou différentes formations, si à chaque fois, ou des agents, si à chaque fois on a des outils différents, passer de Teams à Klaxoon ou à Zoom ou je ne sais quoi, si vous n'êtes pas à l'aise sur les fonctionnalités, vous allez perdre du temps et vous allez moins bénéficier de la formation. Et puis, dernière recommandation, c'est de mettre à disposition des agents des espaces propices à l'activité formation. Je pense que si on veut effectivement que la formation soit une expérience positive, vécue comme telle et attirante et motivante pour les agents, il faut évidemment travailler la question des espaces. Il y a des expérimentations qui ont été faites dans certaines caisses. Je pense qu'il faut que vous poursuiviez cette réflexion-là. On avait peut-être un peu tendance à penser que le digital learning, finalement, comme on n'est plus en présentiel, la question de l'espace n'a plus d'intérêt. Mais en fait, on voit que l'espace revient comme un élément important et qu'on peut retrouver, avec des espaces de formation adaptés au digital, des réponses, y compris à des problématiques que pose le digital learning, qui peuvent être parfois le fait que l'agent est seul dans sa formation et que finalement il n'y a personne autour. Si vous recréez des espaces où plusieurs agents travaillent dans une même salle, sur des mêmes outils, même formation, voire des formations différentes, vous allez changer la façon dont les agents eux-mêmes vont appréhender la formation.
J'en ai fini avec les 10 recommandations. Je reviens sur mon schéma qui vous donne la vision d'ensemble. Donc en essayant de partir à la fois d'éléments de stratégie et de pilotage, qui sont des choses qui sont évidemment importantes et qui apportées par les branches, et jusqu'à l'aménagement des espaces qui évidemment se situent dans les caisses. Merci. Merci Christian Viette pour cette présentation, une présentation très synthétique. Et c'est un effort, effectivement, une gageure presque, avec 53 entretiens, une centaine de personnes entendues. C'est vrai que vous montrez, donc à partir de 10 thèmes d'investigation, qu'il y a encore du chemin à parcourir. Vous nous proposez 10 recommandations. Mais on voit bien que l'on est véritablement dans un projet de transformation digitale. Même si le digital n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, on voit bien que ça ne se limite pas à une question de pédagogie uniquement, à une question d'apprentissage, mais ça va bien au-delà. Et donc, on a tout intérêt, quand on s'embarque dans ce projet, d'avoir une approche holistique, une approche véritablement multidimensionnelle. Donc c'est ce sur quoi nous allons nous pencher. Mais en attendant, je crois qu'on ouvre une séance de questions. Géraldine. Alors oui, nous avons des questions qui ont été posées pendant votre intervention. Alors c'est encore pas très mûr. On va attendre que tout le monde se mette en action sur le chat parce que c'était juste suite à votre restitution. Alors on a une première question qui est plutôt d'ordre étymologique. Effectivement, il y a eu des questions sur finalement qu'est-ce que recouvre ce qu'on appelle le digital learning et quelle est sa différence avec le e-learning, parce qu'on utilise beaucoup de mots au cours de nos interventions et de nos expertises diverses. Et effectivement, derrière, en fait, non, qu'est-ce qu'on met derrière et qu'est-ce que ça implique aussi par rapport à la transformation. C'est vrai qu'on nous a souvent posé la question quand on était dans les groupes et qu'on parlait de l'étude digital learning, on a dit digital learning, et puis on voit que tout le monde n'utilise pas les mêmes mots et tout le monde ne met pas la même chose derrière les mots. Je crois qu'il y avait une des lettres réseau d'ailleurs qu'on avait vu où on parlait de FOAD, enfin mot FOAD et non pas digital learning. Effectivement, pour moi, le digital learning, c'est toutes les modalités pédagogiques qui utilisent le numérique. Et donc, ça ne veut pas dire distanciel. C'est-à-dire qu'on fait souvent ce raccourci en disant finalement le numérique, digital, c'est le distanciel. Non, on peut avoir une pédagogie en présentiel qui s'appuie sur des outils numériques. Et donc, on va être dans du digital learning. Alors que derrière e-learning, pour moi, je situe effectivement l'agent avec son outil. Je suis devant mon PC, j'ai un module de formation qui est conçu effectivement en digital et que j'utilise seul et que je peux utiliser à distance, voilà. Mais je peux l'utiliser en étant présent physiquement au bureau sur un outil. Voilà. Pour moi, le e-learning, c'est ça, c'est l'outil qui est complètement digital, c'est un module. Enfin, voilà. D'ailleurs, je pense que c'est l'acception que vous avez dans les branches, puisque les branches vont dire on a plus de 100 modules e-learning. Voilà, je pense que qui n'est pas forcément interactif. Pour moi, e-learning, on peut avoir quelque chose qui est simplement... le digital learning est beaucoup plus vaste. D'où le fait qu'effectivement, on dit que dans la réflexion sur l'hybridation de l'offre de formation, il faut s'interroger sur les différentes modalités pédagogiques qui sont derrière la notion de digital learning. Et d'où l'importance aussi, quand je parlais tout à l'heure de la professionnalisation des formateurs, parce que les modes vont se développer encore de manière très très forte. Donc on avait les MOOC, les COOC, etc. Et puis demain on en aura encore 10 peut-être nouveaux. Bon, tout ça c'est une forme d'apprentissage pédagogique et donc il n'y a pas une forme miracle qui s'adapte à tout. Il faut adapter les modalités aux objectifs pédagogiques visés. Bon, écoutez, en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que en tout cas, le digital learning, c'est l'immersion du numérique dans sa globalité et que potentiellement, le e-learning serait une composante en fait, du digital learning. J'espère que, je ne sais pas, vous êtes en phase.
Oui, oui. En tout cas, sur l'autre question, hormis en tout cas, les aspects de langage, en tout cas, il y a une question sur finalement les organismes de sécurité sociale que vous avez rencontrés dans le cadre de votre enquête. Pour vous, est-ce qu'ils sont finalement dans une dynamique de changement? Est-ce qu'ils sont dans cette dynamique de transformation? Ou est-ce que vous avez rencontré parfois des résistances, des réticences à transformer? Et selon vous, il y a une autre question que je vais englober dedans, ce serait finalement, quels sont les principaux freins au déploiement du digital learning au sein du régime général par rapport en tout cas, à l'échantillon de personnes que vous avez rencontrées. Et ce serait intéressant que vous voyez votre regard et puis qu'après Françoise nous donne aussi son regard sur l'aspect plus institutionnel. Donc deux questions sur est-ce que les caisses sont en réticence ou est-ce qu'elles sont en transformation, voilà. Je pense qu'il y a la transformation, elle n'a pas encore percolé complètement au niveau des caisses. C'est-à-dire qu'on sent bien que les branches se sont saisies du sujet. On a développé des modules, on met à disposition des modules, on fait des catalogues de formation, on diffuse des choses, etc. Puis il y a parfois des injonctions fortes qui viennent du haut sur le déploiement de certains modules. Mais on n'est pas encore, je pense, dans le fait que les caisses locales, et là je pense les organismes locaux, la CAF, la CARSAT, la CEPAM, etc., se disent en quoi ça change et profondément la façon dont je vais mettre en œuvre la formation dans mon organisme. Et je pense qu'on était encore un peu tôt. C'est-à-dire qu'en septembre, décembre 2021, on était encore dans la fin du Covid. Tout le monde en avait marre. Et surtout, on avait été et les organismes avaient été dans, il faut sécuriser la qualité de la prod, il faut former des gens qui arrivent, il faut former les gens sur les nouveaux dispositifs, etc. Mais je dirais que pas encore projeté dans en quoi ça va profondément transformer la façon dont on va développer la formation dans notre organisme. Et ça se voit sur, par exemple, je pense que le digital learning va amener à retravailler la question de est-ce qu'on reste dans de la formation prescrite et par qui? Quand on dit dans certains organismes, c'est la fonction RH qui, inscrit, donc il y a un plan de formation qui est tac, on va inscrire. Ou est-ce qu'on va passer à autre chose? Et c'est pour ça que je disais le digital learning, parce qu'on va avoir une offre qui va être démultipliée, qui va être plus souple, qui va être plus individualisable, devrait amener à une façon différente pour le manager de travailler cette formation et de se l'approprier. Et donc cette transformation, je pense qu'elle n'est pas finie. C'est-à-dire qu'elle est pilotée, elle est conduite par les branches. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et les branches ont conscience de l'impact et des transformations. Je ne suis pas sûr que ce soit encore, que ça ait percolé encore dans toutes les caisses. Mais je le dis sans critique, en étant très conscient parce que tout ça se fait dans des contextes de production dans les caisses qui sont évidemment très très forts et sous forte contrainte. Sur la deuxième question sur les freins. Sur les freins au développement du digital learning. En fait, je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai tendance à dire que la question, elle existait déjà sur la formation en présentiel. C'est-à-dire le frein au développement de la formation. Qu'est-ce qui fait que les agents ont envie d'aller se former? Qu'est-ce qui fait qu'on développe la formation? Alors, je sais que vous êtes déjà dans la branche à un taux de formation qui est important. Mais il me semble que le digital learning doit permettre de donner plus d'appétence à la formation, sous réserve qu'on travaille ce qu'on a dit là, c'est-à-dire qu'on travaille la professionnalisation des formateurs, c'est-à-dire que si je me retrouve devant une classe virtuelle où on déroule des slides, etc., ça ne marchera pas. Mais au contraire, je pense que le digital learning doit permettre de varier, de multiplier les formes pédagogiques, de la rendre plus attractive et donc doit être un élément facilitateur de l'envie qu'on arrive à faire passer auprès des agents pour se former. Pour moi, le principal frein dans des organisations comme les vôtres, parce que vous êtes
là encore dans des organisations sous forte contrainte, que ce soit la question des dossiers à traiter, que ce soit la question de l'accueil du public dans un contexte qui peut être encore compliqué. La principale difficulté, c'est la conciliation des temps pour moi. C'est-à-dire que comment on arrive à intégrer des temps de formation. Alors après, on peut dire, formation en situation de travail, mais attention, ce n'est pas parce qu'on travaille qu'on se forme, enfin, donc il ne faut pas non plus faire les glissements comme information, formation, etc. Mais pour moi, une des principales difficultés, c'est un des principaux freins, donc il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus, c'est la conciliation des temps. Comment je prends le temps de la formation, comment j'intègre la formation dans des activités qui sont très contraintes, qui sont pour une part des activités de production. Et donc ça passe par, ce qu'on a vu là, c'est à la fois la sensibilisation des managers, à la fois le développement de l'initiative, la capacité qu'on donne aux agents. Voilà. Mais je ne pense pas qu'il y ait plus de freins au développement du digital learning que finalement la formation sous toutes ses formes. Je pense qu'il peut y avoir de l'appétence, il faut bien travailler les formes pédagogiques et la bonne adéquation de la modalité à l'objectif qu'on vise. Très bien, sur ces derniers mots, on va clôturer ce temps de questions-réponses et Françoise va enchaîner sur le bilan des activités au niveau interbranche. Merci beaucoup Christian. Merci Géraldine. Donc, après ce temps de restitution de résultats de l'étude, d'échange, je vous propose de faire un point sur les travaux interbranches que nous avons engagés et qui répondent d'ores et déjà en partie aux recommandations qu'on a pu voir avec l'étude Mansia. Alors, excusez-moi, j'arrive, voilà. Alors, je vous propose donc d'examiner ces travaux. Tout d'abord, et je pense que je redirai un peu ce qui a déjà été abordé par les uns et les autres depuis tout à l'heure, c'est que face aux enjeux de transformation du numérique et au-delà d'une réponse rapide qu'on a eu à apporter en réactivité d'une crise, il était absolument essentiel que l'on se pose pour réfléchir aux conditions de développement du digital learning. Donc véritablement poser une stratégie. Et on le voit quand on entend le résultat de l'étude, il y a un réel besoin à ce niveau. Donc un groupe de travail FOAD avec des experts des caisses nationales, de l'ICAD 10, piloté par Lucans, s'est lancé en 2020 sur ces investigations et a abouti, a fait évoluer le périmètre de travail et a abouti à un plan d'action concerté pour 2022 que je souhaite vous présenter. Alors, par rapport à cette stratégie et par rapport au travail de ce groupe, une des premières pierres de cette stratégie, c'est l'ambition. Quelle ambition on se donne par rapport au digital learning et par rapport à la formation? Et donc une ambition en général, c'est relativement court, c'est quelques phrases. Donc vous les avez affichées à l'écran. L'ambition qui a été arrêtée est la suivante. La première phrase, c'est garantir l'égalité d'accès aux formations et réunir les meilleures conditions d'apprentissage à l'ensemble des salariés de l'institution et sur l'ensemble des territoires. Et là, on va retrouver dans cette phrase l'inspiration que l'on a des accords de formation professionnelle. On va retrouver les notions d'accès, d'égalité d'accès, les notions de toucher l'ensemble des salariés et sur tout le territoire d'une manière uniforme. Et puis, la qualité relative aux conditions d'apprentissage. La deuxième partie de l'ambition, c'est le déploiement des formations multimodales et l'expérimentation qui seront privilégiées. Alors là, on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'en réalité, la finalité, c'est la finalité pédagogique. C'est qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on recherche dans une formation. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on va s'interroger sur le comment et avec quelle approche pédagogique et selon quelle modalité. Et là, l'orientation qui était partie au départ sur la FOAD a évolué petit à petit
sur le multimodal. Donc on est véritablement sur des conceptions multimodales avec du présentiel, du distanciel, de la mise en situation véritable, on parle de plus en plus d'AFEST et on va le travailler, et avec du numérique ou sans numérique selon les cas. Donc véritablement des formations multimodales et l'expérimentation importante. Et puis, la dernière partie de cette ambition, c'est le facteur humain. On en a parlé aussi, c'est une des clés de la réussite d'une formation. L'approche ludique et interactive, le développement de l'autonomie de l'apprenant qui seront au cœur des apprentissages. Et là, on retrouve aussi l'inspiration de la réforme de 2018. Donc voilà l'ambition commune qui a été partagée et que l'on porte au niveau institutionnel, au niveau de la branche du régime général de sécurité sociale et qu'on portera demain, qui va éclairer les différentes orientations qu'on va prendre sur un certain nombre de sujets. Alors, toujours en matière de stratégie et par rapport au groupe de travail et ce qui a pu être arrêté en concertation avec les branches, c'est de se dire nous allons porter 3 axes qui sont structurants pour cette politique institutionnelle. C'est en lien avec l'expérience apprenant, l'expérience utilisateur et l'expérience collaborateur. Et là, c'est effectivement important et on retrouve des éléments des recommandations qui ont pu être portées tout à l'heure. Pour l'expérience apprenant, c'est de se dire on va véritablement faire adhérer l'apprenant. C'est éviter tout décrochage, comme on le fait d'ailleurs pour du présentiel, mais éviter tout décrochage, éviter tout désengagement. Et donner la possibilité, et là c'est un petit peu plus compliqué quand on est sur d'autres outils et qui plus est à distance, c'est permettre de faire agir l'apprenant ou interagir au sein d'une communauté d'apprenants. Donc tout ça, ça veut dire compétences, ça veut dire ingénierie et assistance pédagogique de qualité. Le deuxième, c'est offrir une expérience utilisateur. Donc on doit, là pour le coup, pouvoir, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, c'est extrêmement important, pouvoir suivre efficacement une formation à distance ou en digital, quelle que soit finalement la formation. Et on doit donc avoir un accès aux outils facilités. Et donc une assistance technique qui doit être aussi de qualité. Mais là, on touche le côté aussi système d'information, et ça, c'est extrêmement important. Et le troisième, c'est l'expérience collaborateur. Et là, pour le coup, c'est de se dire, on va travailler avec l'ensemble des acteurs, on va y revenir tout à l'heure, mais on a finalement un certain nombre d'acteurs concernés par la réussite d'une formation et ces acteurs doivent organiser le digital learning sur le poste de travail en garantissant un environnement de qualité de l'apprentissage. Et là, on rejoint les éléments que l'on a évoqués et qui sont fondamentaux, le temps, le lieu et l'accès. Donc voilà ce qui nous semble important en stratégie interbranche, en stratégie institutionnelle, un petit peu le partage des fondamentaux et qui vont être bien sûr renforcés après avec des stratégies de branche. Alors, cette stratégie finalement nous a conduit aussi au niveau du groupe de travail, au niveau des réflexions avec les 4 branches, à s'orienter pour 2022, voire les années suivantes, sur un certain nombre d'actions. Et donc là, je vais vous présenter, je vais faire un focus sur trois actions importantes qui vont être développées dans l'année 2022 à minima. Alors vous voyez sur le diapo qu'il y a une petite capsule en haut à droite qui rejoint les recommandations. Et je crois que c'est intéressant parce qu'on voit en abordant les actions qu'on met en place qu'on peut couvrir tout ou partie d'une recommandation qui a pu être faite dans le cadre de l'étude.
En tout cas, sur la première action qui est proposée, qui va être forte pour l'année 2022, c'est de se dire, on part sur un accompagnement de l'ensemble des acteurs visant une appropriation de l'ensemble des acteurs de cette nouvelle culture de multimodalité. Digital learning, mais plus largement multimodalité. Parce qu'il faut absolument accompagner ces acteurs pour réussir cette transformation. On a vu que c'était un changement culturel et il faut donc qu'on pense à tout le monde dans cette appropriation. Donc on va avoir l'apprenant qui est au cœur, bien évidemment, et qui va être bien sûr une cible pour nous dans toutes les actions qu'on va pouvoir mener. Et puis il y a tous les acteurs qui ont une part dans la réussite d'une formation. Ça va être la direction d'un organisme, ça va être les DRH, les managers, ça va être la DSI également, on a parlé de l'informatique. On va retrouver bien entendu les consultants, les formateurs, les organismes de formation, bien évidemment, ICAD10, EN3S, les formateurs occasionnels, les partenaires sociaux également. On a déjà travaillé et on continue à travailler avec eux. Et puis les chefs de projet qui sont commanditaires et qui vont porter des projets multimodaux, incluant le digital learning quand il le faut. Donc, véritablement, un process d'acculturation de l'ensemble des acteurs et à partir de là, une offre de services qu'on va proposer en interbranche et bien entendu en coordination très forte, à la fois avec les caisses nationales et les opérateurs de formation. La première, dans cette offre de service, la première offre et ce sur quoi on va veiller, c'est véritablement d'être sûr qu'on partage bien le même cadre de référence commun. Donc, on proposera le glossaire. Vous avez vu qu'on a posé le cadre du digital learning, mais ça va bien plus loin parce que le glossaire fait plusieurs pages. Donc, un glossaire et aussi et surtout le cadre légal et conventionnel de la formation et de cette formation digitale. Ça, c'est un des sujets qu'on a eu à aborder dès 2020 très fortement avec les organismes de formation, avec les branches. Qu'est-ce qu'une formation digitale et comment peut-elle être reconnue comme une formation véritablement, on a parlé de limites entre information et formation. Véritablement, qu'est-ce que c'est qu'une formation? Et pour qu'elle soit reconnue comme telle, eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Donc ça, c'est très clair pour nous. Encore faut-il aller essaimer ces informations et donc jouer sur cette acculturation. C'est important aussi parce que ça permet des financements, enfin je le dis mais je crois que c'est important, ça permet une reconnaissance pour les entretiens pro, ça permet le financement dans le cadre des circuits OPCO, etc. etc. Donc voilà, qu'est-ce que la formation? Au-delà bien sûr du développement de compétences recherchées. En offre de services également, au-delà de ce cadre de référence commun, ce sont des outils que l'on va proposer aux différents publics. Et alors, soit ils sont pour l'ensemble, soit ils seront dédiés à certains publics, des guides, des recommandations. Et puis, on va le faire sous la forme d'événements qu'on portera au cours de l'année 2022. On a prévu des webconférences également, avec aussi des spécialistes qui viendront se joindre à nous. On travaillera sur le partage d'expériences. Donc, on a d'ores et déjà un club d'utilisateurs mis en place depuis la fin de l'année dernière, avec les caisses nat, avec ICAD10. Et donc, c'est important qu'on puisse partager sur les évolutions, savoir se projeter. Donc, tout ça, c'est mis en place. Et l'Institut 4.10, mais je pense qu'ils nous en parleront certainement tout à l'heure, a d'ores et déjà mis en place une newsletter sur le sujet. Nous-mêmes, nous adhérons depuis très très peu de temps à la FOD, au FOD, le forum des acteurs de la formation digitale. Et donc, on aura l'occasion de benchmarker et de pouvoir passer des informations.
Ensuite, on est sur un terrain aussi d'appui pour les managers. Je pense que, ça a été dit tout à l'heure, je pense qu'en ayant étudié les retours de l'étude, on voit véritablement que nos managers sont en attente, beaucoup, d'accompagnement sur un certain nombre de sujets dans toute la phase de formation, avant, pendant, après, en termes de pilotage également, ça a été dit. Et donc là, pour le coup, on a prévu aussi un appui du manager. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est, alors on va développer ces actions, mais vous aurez à disposition une page, un site, sur le site UCANS, qui est réservé au digital learning et à la multimodalité. Et là, vous y retrouverez en permanence tous les points d'ancrage, calendrier, politique, benchmark, veille, etc. Donc ce site va être ouvert dans les jours prochains et donc on vous fera, vous aurez une information sur le sujet très, très prochainement. Voilà, le deuxième focus, c'est la montée en compétences des professionnels de la formation, donc une priorité pour la branche. Donc on va toucher effectivement les formateurs, on en a parlé, je vais passer très vite, d'autant plus qu'on en reparlera un petit peu plus tard, mais ils sont devenus des facilitateurs, ils vont guider. Donc on a d'ores et déjà la refonte du dispositif ADFO qui passe à la CPNEFP en activation dans quelques jours et donc vous avez un teaser sur cette formation. Et donc, on a une formation rénovée avec 3 modules qui concernent l'animation de la formation présentielle, l'animation de la formation distancielle et les outils, comment concevoir et gérer les outils digitaux. Voilà, deuxième élément sur la montée en compétences des professionnels. Deuxième acteur, en réalité, et je m'aperçois que je n'ai pas avancé. Voilà, on va y arriver. C'est également les chefs de projets digitaux. Et là, on a un kit en cours de conception et qu'on va travailler sur toute la phase du projet, depuis tout le cycle de projet. Donc ça, c'est à venir dans notre démarche d'accompagnement. Et puis également donc, accompagner tous les acteurs aussi à l'utilisation des outils multiples et variés. Alors il y a d'autres réflexions qui seront en cours certainement en 2022, mais je vais en rester là à ce stade-là. Et puis le troisième, en faisant un focus sur les actions, le troisième c'est le déploiement des outils communs. Donc là on est vraiment sur une question centrale, véritablement, on l'a vu tout à l'heure, ça a été évoqué à plusieurs reprises, c'est vraiment essentiel pour les formations interbranches, ça participe de l'efficience, à l'efficience de la formation, et puis ça garantit l'égalité d'accès sur tout le territoire, donc on est vraiment en recherche d'outils au niveau interbranche, outils de classe virtuelle, renouvellement de la plateforme LMS, et je laisserai l'Institut 4.10 en dire un petit peu plus. Voilà, on a vu donc avec ces 3 actions un début de réponse aux différentes recommandations qui sont sorties de Mencia. Et on a vu aussi, par rapport à toutes ces recommandations, que certains sujets n'étaient pas encore couverts à ce stade-là. Donc, on s'est interrogé en interbranche pour savoir quelles priorités on pouvait choisir pour 2022 et ajouter quelques réflexions au plan d'action qu'on a déjà mis en place et qui, somme toute, n'est pas anodin. Donc, ce qui a été décidé en termes de réflexion à ajouter au plan d'action, eh bien, c'est le lieu de formation de demain. Donc, nous allons investiguer sur le sujet en 2022, distanciel, espace dédié, tiers-lieu de formation. Question. Et puis, la deuxième réflexion, c'est la revue et la lisibilité de l'offre de formation institutionnelle. Qu'est-ce qu'on réingénierie et comment on le fait ?
Voilà. Donc on voit en réalité qu'on a beaucoup de défis qui nous attendent et qui attendent aussi l'ICAD10 qui, elle, va nous parler, je vais leur laisser la parole tout de suite, va nous parler de sa démarche de transformation et puis des enjeux autour des outils digitaux, outils communs, soit en cours d'expérimentation, soit en préparation de marché. Et je vous laisse la parole. Après avoir résolu une petite question technique. Tout à fait, parce que nous avons une intervention à distance pour l'introduction. Madame Iris Loury devrait apparaître à l'écran dans quelques instants. Donc, alors, je peux présenter effectivement les intervenants. Donc, et merci beaucoup d'être avec nous. Donc, Iris Loury qui interviendra donc à distance, mais je pense qu'on verra malgré tout sa photo à l'écran, logiquement. Et puis également Marie Froment et Jacques Perrard. Voilà. Et je crois que c'est prêt. Oui. Tout à fait. Je vais effectivement vous présenter avec Marie et Jacques les ambitions portées par l'Institut ainsi que les actions que nous avons mis en place ou que nous voulons développer sur la thématique du digital learning. Alors tout d'abord, juste rappeler que l'Institut n'a pas attendu la crise sanitaire pour mettre en place des projets de formation multimodale, mais que évidemment le contexte Covid et les confinements successifs ont constitué un catalyseur et ont permis d'accélérer la dynamique lancée sur ce sujet. Les équipes de l'Institut ont conduit près de 30 projets de digitalisation depuis 2020. Et au moment de la crise Covid, c'est-à-dire au printemps 2020, elles ont travaillé à la mise en place de la FOAD substitutive, c'est-à-dire, vous le savez, la mise à distance des formations en présentiel. Cela a permis d'assurer, bien sûr, la continuité de service pour nos clients sur le maximum de produits et de parcours possibles. Christian Vier parlait de 70%. Nous étions donc à fin 2020 sur 75% de notre offre qui était proposée en formation à distance. Aujourd'hui, l'Institut a l'ambition de se positionner comme un acteur majeur sur le champ du digital learning. En effet, l'Institut peut jouer un rôle moteur, de tête de pont, d'un futur réseau d'expertise nationale sur la digitalisation de la formation. Et on aimerait bien aussi initier dans la foulée des partenariats avec d'autres acteurs du monde de la pédagogie. Alors, la diapo 3, je ne sais pas si la diapositive suit. Alors, au-delà de ce qui a été présenté par Christian Vier dans cette première partie de réunion, je retiendrai 3 principaux enjeux à inscrire dans notre stratégie partagée de développement du digital learning. D'abord, pour moi, il y a un enjeu pédagogique pour les stagiaires, car effectivement, on sait que le digital learning offre une expérience de formation unique en les faisant devenir acteurs de leur apprentissage et en favorisant un parcours modulaire qui, du coup, devient plus facilement personnalisable, individualisable. Il implique également d'être réactif pour répondre aux besoins des organismes, et donc ça, c'est effectivement de notre ressort Institut 410, et de pouvoir intégrer d'emblée dans l'ingénierie de formation les différentes composantes du multimodal, tout en garantissant, et ça a largement été évoqué précédemment, la qualité de la formation et l'atteinte des objectifs pédagogiques. J'ai bien noté le point de vigilance sur la frontière entre la formation, ce qui relève de la formation, ce qui relève de l'information, comme l'évoquait précédemment Christian Vier. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de développement des compétences de nos ressources formatives, avec la prise en compte de nouvelles techniques d'animation, l'appropriation de nouveaux outils et une agilité pour les utiliser. Enfin, un enjeu institutionnel, avec l'utilisation d'outils de digital learning partagés par l'ensemble des organismes du régime général. Ces outils communs sont indispensables à mettre en place, car ils favoriseront un déploiement uniforme et optimisé des formations, mais également un plus grand confort pour les stagiaires et les intervenants. Françoise, vous évoquiez précédemment de pouvoir garantir l'égalité d'accès aux formations. Je suis convaincue que ça passe aussi par les outils dans le cadre du multimodal.
Je vais maintenant céder la parole à Marie Froment et Jacques Perrard pour qu'ils vous expliquent plus précisément les composantes du multimodal. Oui, alors déjà pour vous présenter un élément qui est important pour nous en termes de conviction, puisque en effet on est assez axé sur cette notion de multimodalité de la formation. On a eu en effet une question des auditeurs sur qu'est-ce qu'on entendait finalement par digital learning. C'est un terme un peu générique qui peut paraître un peu flou. En effet, on y range un certain nombre de choses. Mais comme le disait Christian dans sa réponse, en effet, c'est bien l'usage du numérique, d'une technique numérique, dans une action de formation, dans une modalité de formation. Ça peut être tout à fait en effet à distance, ça peut tout à fait être dans du présentiel également. Et donc, on est typiquement inscrit dans cette logique-là d'utiliser toutes les plus-values des différentes modalités. Le numérique fait partie en effet de ces modalités, mais elle n'est pas exclusive. Mais c'est bien utiliser toutes ces plus-values pour être là aussi au meilleur usage de ces modalités, de ces techniques, pour favoriser les mécanismes d'apprentissage. Et donc du coup, c'est cette recherche d'optimisation, d'usage finalement au meilleur moment, au meilleur temps de ces différents outils, de ces différentes modalités, pour proposer en effet un parcours aux apprenants qui leur permettent en effet de maximiser leur parcours de formation. On a beaucoup insisté là aussi sur l'autonomie finalement de l'apprenant dans son parcours de formation, la façon aussi d'individualiser son parcours, puisqu'on a aussi des collaborateurs qui ont aussi des expériences variées, diverses. Il est important aussi de s'appuyer sur l'existant pour en effet aller vers ce développement de compétences. Et donc vous avez là résumé finalement un ensemble de modalités sur cette slide-là qui vous présente en effet ce que l'on peut orchestrer, qu'on peut agencer finalement comme modalité, qu'elle soit asynchrone, c'est-à-dire qu'en effet là on est avec un apprenant ou un groupe d'apprenants qui apprend à distance et de façon assez autonome un certain nombre de contenus de formation, mais bien évidemment la possibilité de coupler tout ça avec des temps synchrones, où là il y a bien l'intervention en effet d'une ressource formative, quelle qu'elle soit, mais qui permet là aussi tout à fait de travailler l'ancrage finalement de formation et le développement de compétences et d'avoir toutes les modalités d'accompagnement de l'apprenant, puisque un apprenant n'apprend globalement pas tout seul dans son coin. Et il a en effet à pouvoir s'appuyer également sur un collectif qui apprend avec lui et également intervention de ressources formatives. Donc c'est résumé un peu au travers de cette planche les différents éléments qu'on souhaite mixer, travailler pour être en situation en effet d'utiliser au mieux cette multimodalité de la formation. Alors je redonne la parole à Iris pour initier finalement ce qui était entrepris par l'Institut en termes d'organisation et de moyens. Merci Jacques. Alors effectivement, d'un point de vue très opérationnel, en termes d'organisation, l'Institut s'est doté au cours du second semestre 2020 d'une équipe dédiée à l'innovation pédagogique avec le service PEPS, la pépinière de projet. Les 10 personnes qui la composent œuvrent au quotidien autour de 3 missions principales que vous retrouvez sur cette diapo 5. D'abord, le pilotage et la conduite de projet FOAD, en lien avec l'UCANS et les caisses nationales. Ensuite, la veille sur les techniques pédagogiques innovantes et l'accompagnement des consultants formateurs. Et enfin, la recherche d'outils permettant la mise en œuvre effective du digital learning. Alors, concernant la première mission sur la diapo suivante, donc de pilotage et de conduite de projet FOAD, la PEPS a conduit en 2021 16 projets. Et donc, vous les connaissez sûrement, mais je peux vous en citer quelques-uns pour mémoire, notamment la réingénierie de PREMS, la formation des membres de jury pour les CQP en bloc de compétences avec la création de capsules vidéo, ou encore des projets de branches comme DEPAS. Un gros travail a aussi été fait sur la digitalisation des CQP techniciens en bloc de compétences. L'année 2022 démarre fort, puisque nous avons déjà 8 projets en cours de développement, dont celui sur les tuteurs. On sait que le rôle du tuteur va s'amplifier avec une nouvelle technique d'apprentissage. Je pense notamment à la FEST qui va peut-être se développer et en tout cas sur lequel l'Institut travaille aussi de concert avec l'UCANS et les caisses nationales. Nous avons une équipe de production en interne qui est formée et outillée pour le digital learning. Je vais laisser la parole à Marie Froment pour qu'elle puisse vous présenter la deuxième mission fondamentale de la PEPS, qui est la veille et l'accompagnement des formateurs.
Iris, effectivement, pour pouvoir piloter et conduire des projets FWAD, il nous faut aussi assurer une veille pédagogique et toujours alerte par rapport à ce qui se fait, ce qui se pratique sur le marché. Donc 2 actualités par rapport à ce pôle de mission, je dirais. Déjà, vous faire bénéficier aussi de toute cette veille pédagogique que l'Institut assure depuis sa création, sachez-le. Et là, aujourd'hui, elle est publique, elle est diffusée à tous. Donc là, vous allez recevoir en avril la 2e édition de la balade multimodale. Donc on vous invite à aller bénéficier de la curation d'articles sélectionnés pour vous. Et surtout, dans chaque édition, vous retrouvez un podcast, une interview d'un de nos formateurs sur une technique, une pratique, un outil, un retour d'expérience. On a démarré le premier numéro avec la classe virtuelle, c'était très naturel. Et puis pour avril, en avant-première, je vous annonce que nous allons parler d'intelligence collective et de partage de pratiques et d'apprentissage entre pairs. Je pense que tout le monde fait le lien. Ensuite, dans le domaine de la veille et de l'accompagnement, aussi en actualité imminente, pour nos formateurs, c'est-à-dire nos consultants formateurs et les formateurs occasionnels, donc sous contrat avec nous, on va diffuser via Cifadis, qui est bien notre outil de diffusion pour tout ce qui est formation blended learning ou e-learning. On va diffuser une boîte à outils, puisque, encore une fois, dans les missions, et ça c'était aussi dès la création de l'Institut, donc un service qui était en charge de la veille, de constituer donc toute une boîte à outils, des modes opératoires, des recommandations, des pense-bêtes. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses et aussi des contenus médiatisés, je vous rassure. Et cette boîte à outils, donc on va la diffuser d'ici quelques semaines à tous nos formateurs, à l'endroit même où en fait ils animent aussi les formations. Donc je pense que nous sommes au bon endroit. Ensuite, pour pouvoir piloter, développer des projets, assurer de la veille et puis accompagner aussi sa communauté, voilà encore une fois de ressources formatives, il nous faut bien des outils. Pour cela, on en a parlé plusieurs fois et puis bien entendu, toujours dans l'objectif de simplifier, puisqu'on parle d'expérience apprenant, mais là, je zoomerai carrément sur l'utilisation, plutôt l'angle de l'expérience utilisateur. Pour l'utilisateur, c'est-à-dire le stagiaire, in fine, il faut que ça soit simple pour lui. Et pour que ça soit simple, le plus simple, c'est qu'il y ait plutôt des outils uniques, mutualisés, testés, expérimentés et labellisés par l'ensemble des acteurs. Donc dans ce cadre-là, dans le cadre du GT FWAD depuis plusieurs mois, donc, on travaille sur l'expression du besoin pour renouveler notre marché LMS. Aujourd'hui, Cifadis, demain, nous verrons. L'objectif étant d'arriver à une expression de besoin consolidée et concertée et approuvée par tous d'ici l'été, afin de lancer les travaux de rédaction des pièces du marché à compter de septembre. Et puis, parallèlement, je dirais même pendant ce temps-là, et même en ce moment, on en est donc à la 3e expérimentation donc, pour avoir un outil de classe virtuelle unique pour l'ensemble des formations du RG. C'est quelque chose qui a été, régime général, c'est quelque chose qui a été acté en CTPF, et on vous en dira plus dans quelques semaines. Je repasse la parole à Iris pour la conclusion rapide. Merci. Merci Marie. Eh bien, effectivement, pour vous dire que l'Institut est prêt à développer tout ce qui a trait au digital learning, c'est un enjeu de transformation sur le champ de la formation professionnelle. Et bien sûr, nous répondrons présents au projet et à la stratégie commune qui pourra être développée sur les prochaines années à venir. Merci. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, on a pu avoir, et on a évoqué les fondamentaux, on a entendu l'organisme de formation institutionnelle nous parler de son action face aux transformations numériques. Et on va maintenant donner la parole aux caisses nationales. On accueille tout d'abord Dounia El Gasmi, et également Pia Moulinseur sur le plateau. Donc voilà, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Donc Dounia, vous représentez la branche retraite. Donc quel regard portez-vous sur l'étude dont on vient de parler, dont on a entendu la restitution, les priorités aussi qui ont été données aux réflexions 2022, comment réagissez-vous ? Alors tout d'abord, je voudrais saluer la démarche et notamment le fait que
Christian Viette et les équipes de Mensa soient allés vraiment sur le terrain, capter aussi les besoins et les innovations, parce qu'on se rend compte qu'en termes de digital learning, il y a beaucoup d'innovations dans les organismes et ils ont souvent un coup d'avance aussi en termes de digitalisation des pratiques formatives. Par exemple, voilà, je sais que nous, dans notre réseau de la branche retraite, on a la CARSAT Midi-Pyrénées qui a commencé à tester la réalité virtuelle en formation. La CNAV avait conçu un guide sur la classe virtuelle en plein confinement. Donc je pense que c'était indispensable d'aller prendre le pouls aussi sur le terrain. Globalement, moi, un des sujets majeurs que je retiens et qui me semble vraiment important, qui a été pointé dans les recommandations, c'est le sujet de l'outil, de la plateforme commune, de notre outil de LMS. Ça a été dit, hein, évidemment, il y a un projet de refonte de cet outil. Sébastien Barré en parlait en introduction. Mais pour moi, il faut qu'on aille vraiment plus loin et prendre en compte, ce qui a aussi déjà été dit depuis le début de ce webinaire, les enjeux d'individualisation, les enjeux finalement de comment est-ce qu'on arrive à apporter des offres de formation sur mesure et qui permettent aussi finalement l'autonomie de l'apprenant. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un rêve. Je rêverais qu'on puisse faire le Netflix de la formation avec cet outil. Je sais qu'on en a parlé avec la nouvelle directrice de l'ICAD 10. Mais globalement, si on veut vraiment permettre de pousser des contenus qui soient adaptés au profil des apprenants, qu'on ait une expérience utilisateur qui donne vraiment envie, parce qu'on le sait aussi, hein, les apprenants mettent en concurrence les dispositifs qu'on leur propose avec ce qu'ils peuvent connaître aussi dans leur vie personnelle ou dans leur vie d'apprenant sur d'autres sujets. Et qu'on aille aussi finalement plus dans une modularisation beaucoup plus fine des contenus. En tout cas, voilà, j'espère qu'on va pouvoir vraiment franchir un cap avec ce changement de marché. Et on sait qu'il y a certains organismes qui ont commencé d'ailleurs à se doter d'outils, par exemple Kokoroé, qui sont vraiment déjà pour moi avancés sur ce qui pourrait être un Netflix de la formation pour la Sécu. Il y a un autre point qui est pour moi extrêmement important dans cette étude, c'est le rôle du manager. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une vraie attention donnée à écouter les managers aussi sur comment est-ce qu'ils vivent cette transformation de la formation. J'ai vraiment souri quand j'ai vu qu'un des points importants, c'était comment est-ce qu'on est sûr des acquis. Et Christian Viette le disait, je trouve qu'on est hyper exigeant avec la formation digitale. Mais on sait bien que l'acquisition des connaissances en formation, c'est un vrai sujet aussi quand on est en physique et en formation, comme on l'a connu pendant de nombreuses années. Et on n'a quand même toujours pas trouvé la recette aujourd'hui. Donc il faut ne pas hésiter aussi à être peut-être un peu plus indulgent et peut-être aussi il y a une crainte derrière et je pense que Christian Viette le disait. Mais globalement, ce qui me semble le plus important en fait, c'est que le manager parle formation avec ses équipes en fait. Peu importe le type de formation qui a été faite, mais c'est comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner les managers dans cette posture de développeur des compétences. Dans la branche retraite, on travaille notamment, on a fait un portrait robot de nos managers. On a aussi créé un autodiagnostic pour que les managers puissent vraiment identifier quels sont leurs besoins de formation parce que ça a été dit aussi, cette personnalisation, ce sur-mesure, il faut vraiment qu'on l'adapte aussi nous dans la façon dans laquelle on conçoit et on pousse des formations. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il faut parler formation avec ses équipes. C'est aussi un sujet, je pense, qu'il faut qu'on prenne en compte dans la refonte de l'entretien annuel, dans ce qu'on veut faire et de la place dont on veut laisser à ces sujets, dans les différents moments que l'on peut avoir, dans les feedbacks que les managers peuvent avoir avec leurs collaborateurs. Et c'est aussi un sujet qui, en tout cas pour nous, éclaire ce que l'on porte avec finalement le hacking de l'entretien annuel, qui est une réflexion qui est en cours, je le sais, depuis le LabRH de 2018. Mais globalement, peut-être pour conclure, ce que je trouve vraiment pour moi extrêmement intéressant dans ce rapport, c'est qu'il nous met les pieds dans la glaise. On voit bien qu'il y a énormément de pistes d'amélioration opérationnelle à apporter en interbranche et en même temps, il nous met aussi un petit peu la tête dans les étoiles et je pense que le projet de Netflix ou de refonte de l'AMS est un beau projet aussi à avoir. Très bien. Eh bien, si nous partons dans les étoiles, peut-être aussi essayons de rejoindre les formateurs. Je crois que c'est un sujet qui est extrêmement important. On parle beaucoup de professionnalisation, de développement de compétences. C'est vrai qu'il y a un changement de mission indéniable. Vous avez, mené des travaux en 2021 avec les concepteurs aussi. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, alors c'est sûr que cette nécessaire montée en compétences, elle est indispensable. Le métier de formateur, concepteur ou pas, est vraiment en train de se transformer. Et avec notamment le fait que le digital va venir entrer dans toutes les pratiques professionnelles des formateurs. Le digital, j'ai l'habitude de le dire, c'est comme l'électricité, ça doit être dans toutes les pièces. C'est-à-dire qu'un formateur, demain, même s'il anime une formation dans une salle, il va utiliser du digital, il va utiliser Klaxoon, il va utiliser Teams. Et globalement, on a essayé aussi de travailler sur une nouvelle posture. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit plus dans le marketing de nos offres de formation. On essaie de travailler au sein de la branche sur comment est-ce qu'on peut donner envie, d'avoir envie de se former à nos salariés, parce que le temps de cerveau disponible des équipes, et ça a été bien noté, notamment des équipes de production, c'est un vrai sujet. Il faut qu'on permette aux salariés d'intégrer ces dispositifs de formation dans leur temps et de montrer que cet investissement, il peut être utile. Là-dessus, moi, je voudrais aussi saluer le Copil Digital Learning qu'on a mis en place au sein de la branche retraite, qui est pour moi fort de sa richesse. C'est la richesse des profils aussi. Il y a des acteurs de la DSI, des acteurs de la DRH, des acteurs locaux, des acteurs nationaux. Et je pense que quand je regarde les profils des concepteurs qu'on a aujourd'hui, nous, au sein de la branche, on n'en a pas beaucoup, mais j'ai l'impression qu'on a été chercher à l'extérieur les meilleurs. Je sais que, par exemple, à la CARSAT Rhône-Alpes, on a une conceptrice qui vient de chez Free. Maintenant, pour moi, notre responsabilité, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'ils restent les meilleurs et comment est-ce qu'on peut mettre en place un vrai programme de garder ces compétences au plus haut niveau pour répondre aux attentes. Là-dessus, pour moi, il y a un sujet, il faut qu'on leur donne des outils. Là, je fais un petit clin d'œil au DSI aussi. Il faut qu'on puisse leur donner les outils pour qu'ils puissent concevoir des modules de formation de la meilleure façon. Mais il faut aussi, et là-dessus pour moi l'idée de la communauté apprenante que vous évoquiez tout à l'heure Françoise, elle est indispensable. Il faut qu'il y ait vraiment ce club des concepteurs de la Sécu qui puissent partager entre eux et en faire une vraie communauté. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus, quand on est sur cette montée en compétences des formateurs et des concepteurs, ne pas oublier quand même toujours nos clients, vous l'avez dit, ne pas oublier les apprenants quand on va concevoir une formation en blended. Il ne faut pas qu'on oublie aussi ceux qui sont le plus éloignés du digital. Et là, je pense qu'il y a un certain nombre d'actions de proximité qui ont été mises en place au sein de la branche retraite avec des dispositifs de parrains digitaux. On a créé des e-labs au sein de la CNAV. Et d'ailleurs plus largement dans la branche retraite, où globalement il faut qu'on ait toujours cette vigilance à accompagner aussi tous nos salariés pour que l'utilisation de ces nouveaux outils soit ouverte à tous et pour qu'on ne crée pas le fossé entre ceux qui seront les plus agiles et qui iront le plus facilement dans ces nouveaux outils et ceux qui resteraient sur le bord de la route. Merci beaucoup. Tiens, vous représentez, vous, la branche famille. Donc, comment réagissez-vous dans votre branche à ce nouvel enjeu, au-delà des portées interbranches qu'on vient de présenter? Et quelles sont les perspectives? Alors, dans la branche famille, on a travaillé le sujet de la formation à distance comme un sujet, je dirais, à part entière de notre politique de formation. La FOAD, ce sont d'abord des nouvelles modalités d'apprentissage qui doivent s'intégrer pleinement dans les modalités de développement des compétences telles qu'elles sont, telles qu'elles existent. C'est un outil en plus. Donc notre premier objectif en termes de promotion de la FOAD, c'est d'abord de pouvoir renforcer l'autonomie des collaborateurs dans leur parcours de formation. Donc plus de liberté dans le choix et l'accès à des dispositifs, plus de souplesse également dans la temporalité et la décision de se former. C'est vrai que le fait de pouvoir accéder, alors effectivement la formule Netflix, pour le coup, je pense que c'est très, très parlante, alors tout en restant bien sûr dans un cadre organisé et vu et prévu avec l'employeur et le manager. On est vraiment dans cet état d'esprit. C'était une logique qu'on avait d'ailleurs portée au sein de la branche dès 2018-2019 avec l'expérimentation PIX, puisqu'on a été une des premières branches à se tourner vers ces modalités d'adaptive learning qui permettent finalement aux collaborateurs en toute liberté, mais dans un cadre prévu et qui soit un petit peu intégré dans un dispositif plus global, de pouvoir commencer à prendre conscience des enjeux
pour lui, pour son parcours, de se former, de s'auto-former. Donc ça a été pour nous déjà une entrée en matière, je dirais, pré-crise sanitaire avec cette notion de diagnostic de compétences numériques, d'abord un déploiement vis-à-vis des managers et des experts pour aussi permettre qu'ils s'approprient un petit peu en avance de phase ces modalités d'apprentissage et puis maintenant un déploiement pour l'ensemble des collaborateurs. Ça, pour nous, c'est vraiment un axe important. Je dirais, c'est l'axe de l'acculturation de l'ensemble des collaborateurs de la branche. Donc, pour ensuite faire le lien davantage avec les sujets vraiment de politique de formation et d'implémentation finalement de la FOAD dans nos réseaux, notre action principale est d'essayer d'intégrer vraiment pleinement la FOAD dans notre écosystème de formation, de faire de la plateforme CIFADIS un outil qui soit vraiment intégré dans le quotidien tant des acteurs de la formation professionnelle, des responsables formation, mais aussi des salariés. Donc on a eu cet axe de travail prioritaire et un soin peut-être vraiment fort à porter. Alors là aussi en lien avec notre DSI, puisqu'il s'agit aussi de faire en sorte que ce modèle, cet écosystème, il soit soutenable par rapport à nos outils et à la manière dont on travaille. Donc il y a eu beaucoup d'investissements en ce sens. Et puis le deuxième axe de cette politique, de cette stratégie, a été de co-construire avec donc les directions de métier de la CNAF et puis le réseau. Donc on a une instance de réseau qui est dédiée vraiment aux questions de formation, qui est co-présidée par Caroline Guggenheim, donc directrice de la CAF des Hauts-de-Seine, donc qui travaille étroitement avec nous. Et c'est vrai que ça a permis de se doter d'un plan de réingénierie progressive de l'ensemble de nos dispositifs, donc en lien bien sûr avec l'Institut et puis l'UCANS, pour faire en sorte que le digital learning soit pleinement intégré dans les formations qu'on peut proposer aux collaborateurs et soit une modalité en plus et non pas forcément une modalité substitutive. Donc ce plan ensuite de réingénierie se déroule et cela permet aussi aux collaborateurs, aux managers de s'approprier progressivement ces nouveaux dispositifs. Il y a certains dispositifs pour lesquels on sait que la FOAD restera marginale, d'autres pour le coup où ces modalités d'apprentissage vont prendre une place plus importante. Donc on a vraiment ce soin, cette préparation. La FOAD, le digital learning nous semble des outils trop importants pour faire l'économie de cette réflexion vraiment préalable et du temps de la préparation. Et puis comme les autres branches, et bien sûr on partage cette préoccupation avec l'Institut et avec l'UCANS. On essaie d'accorder un soin à la question des formateurs, donc concepteurs bien sûr, certes les concepteurs de formation, mais aussi les concepteurs de dispositifs, les pilotes, puisqu'on a effectivement une habitude d'associer énormément les concepteurs de formation et les opérationnels des CAF à la refonte des dispositifs. Et c'est vrai qu'il faut aussi prendre en considération ce temps-là. Merci beaucoup. On retrouve bien nos sujets de préoccupation. Malgré tout, il y a des mots-clés qui reviennent régulièrement. Et en tout cas, c'est intéressant de le voir décliner dans les branches. Merci beaucoup. On va accueillir les deux autres branches. Donc, Gwenaëlle Favre pour la branche recouvrement et puis Karine Mouisset pour la branche maladie. Donc, Gwenaëlle, vous représentez la branche recouvrement. Quelles sont vos réactions à ces présentations ? On vient de présenter beaucoup de choses. Qui plus est avec les paroles de branches. Donc, toutes ces présentations et quelle stratégie e-learning vous avez menée et quelles sont celles qui vous préoccupent aussi en complément de ce qu'on a pu voir en interbranche et ce qu'on porte ensemble.
Alors, tout d'abord, dire qu'on partage, en ce qui me concerne en tout cas, je partage tout à fait ce qui a été dit par les collègues. Je retiendrai le terme de Netflix et le rêve de Dounia. Au sein de la branche recouvrement, la stratégie se matérialise par 3 priorités de branche. Une individualisation croissante des parcours et des dispositifs de formation. Une attention particulière qui est portée au sein de la branche sur les dispositifs de certification des compétences. Et puis enfin, la digitalisation qui est imaginée comme un vecteur de réinvention des modèles de formation avec 4 enjeux, personnaliser, valoriser, ludifier et promouvoir. Alors personnaliser en renforçant la personnalisation des parcours de formation, l'autonomie et le développement des compétences. Valoriser en favorisant le développement des soft skills de nos collaborateurs, et ce, quelle que soit leur fonction. Et puis ludifier en développant la gamification dans les actions de formation afin de les rendre plus attrayantes, plus simples, plus motivantes. Et enfin, promouvoir l'offre de formation via des canaux et des modalités de diffusion innovantes. Je crois que vous intervenez beaucoup sur le serious game Tout en à termes fait. d'innovation. Oui, Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. Alors ça s'est vraiment concrétisé à l'épreuve du contexte de crise sanitaire. Au cours duquel alors on a développé des réseaux d'animateurs de jeux au sein de la branche. En lien avec la sous-direction de l'accompagnement du changement dans la direction de la gestion du réseau et des moyens. On a également développé des visites virtuelles des organismes. Et également, ça s'est concrétisé au travers de l'accompagnement aux outils collaboratifs, puisque on a créé près de 780 supports d'accompagnement à Office 365. Alors ça dépasse vraiment la ludification, puisque c'est vraiment en lien avec notre stratégie de digital learning. La ludification, alors on la poursuit en 2022 dans notre contexte de réorganisation de la formation professionnelle interne. Puisque on va déployer des serious games, et notamment un serious game consacré à l'onboarding, qui est une étape ultra importante dans le cadre de l'intégration des collaborateurs. Très bien. Ça rejoint des projets qu'on partage aussi en interbranche, et c'est très très intéressant. Karine, vous représentez donc la branche maladie. Comment les propos du cabinet Mancia et puisqu'on a présenté aussi en interbranche, font écho aussi par rapport à ce que vous mettez en place au sein de votre organisation, et quelles perspectives vous avez aussi pour demain? Alors, au niveau de l'assurance maladie, on a un réseau de 155 organismes avec plus de 80 000 salariés. Donc rapidement, on regarde notre réseau. Il était fondamental de mettre en place la formation à distance pour pouvoir atteindre un large public. Et on a commencé dans la formation digitale. La réforme, on en a parlé en introduction de 2018 sur la loi Avenir, a mis l'individu, l'apprenant, au centre du processus d'apprentissage. Et c'est cette même année, en fait, qu'il y a eu un premier essor de la formation à distance au sein de l'assurance maladie, avec la mise en place, le déploiement du LMS dont on parlait aussi tout à l'heure, donc CIFIDIS, qui permet de diffuser la formation. Et on a construit un réseau de gestionnaires formation qui est à part entière dans le processus de formation à distance, un processus qui est toujours en place aujourd'hui et qui est très satisfaisant. Et cet essor a été affirmé lors de la crise sanitaire de 2020. On a dû former dans un contexte très contraint, très particulier. Il a fallu trouver beaucoup de souplesse. Donc c'est vrai qu'on l'a trouvé via différentes modalités de formation à distance, notamment pour pouvoir répondre aux enjeux du contact tracing qui était très important pour la branche. Néanmoins, l'étude aussi en fait part, c'est que ce n'est pas la modalité qui fait la formation, mais bien la formation qui fait la modalité. Et les modalités de formation digitale sont diverses et variées. Au niveau de la branche, on a une stratégie qui est l'engagement des apprenants
pour qu'ils soient actifs. On parlait tout à l'heure justement de l'acquisition, si on est bien actif pendant sa formation. On développe une offre, l'idée c'est d'avoir une offre vraiment multimodale, donc de tout mêler, y compris le présentiel et le digital dans le présentiel. Sur la partie formation à distance, on développe de plus en plus de modules. On a aujourd'hui une offre d'à peu près 80 modules en interne pour notre réseau, pour l'ensemble du réseau. On a pu notamment faire des projets d'accompagnement comme l'accompagnement des anciens régimes en 2019-2020. On partage aussi avec des partenaires comme par exemple la MSA pour les formations pour les professionnels de santé, les médecins. Et l'ambition derrière tout ça, c'est l'agilité. Dounia en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a vu une évolution de nos usages dans le travail, de nos modes de travail, et on ne travaille plus comme avant, mais on ne peut plus former comme avant également. Et c'est important de bien s'adapter, puisqu'en fait, en face, ce sont les apprenants que nous avons et auxquels il faut répondre. Et l'étude nous montre, pour notre réseau en tout cas, que nous disposons d'une force qui est nos cellules de e-learning. C'est les cellules qui ont en charge l'ingénierie de formation. Elles sont au cœur de nos réseaux puisque elles sont à CEPAM du Val d'Oise de Cergy, dans le 95. Nous avons aussi la DRSM Île-de-France à Paris, donc Direction Régionale de Service Médical, et aussi la DRSM PACA Corse. Donc c'est 3 cellules qui regroupent des concepteurs e-learning, des concepteurs de formation à distance qui sont tout à fait aguerris sur le sujet, qui sont là aussi pour renouveler nos pratiques en termes de modalités pédagogiques. Et aussi, on a un administrateur de LMS, de la plateforme de formation, puisque sans diffusion, il n'y a pas de formation en ligne, en tout cas. Chaque année, on élabore au niveau national une roadmap qui permet aussi d'avoir un plan de charge pour l'année et des priorités en fonction du contexte. Et tout ça est entouré d'une comitologie avec des copiles, notamment avec les directeurs de ces fameux organismes qui regroupent les cellules de e-learning. Pourquoi je vous parle de ces cellules ? C'est pas possible de ne pas les citer aujourd'hui, puisqu'ils sont vraiment aujourd'hui l'ADN de nos formations digitales que l'on propose au sein de la branche. Ils sont au cœur du dispositif de production et aussi de diffusion et surtout d'innovation, puisque ce qui est aussi très important, c'est de se renouveler, d'avancer. On disait tout à l'heure qu'il y a du chemin encore à parcourir. On avance, on innove, on partage au niveau interbranche, aussi un peu plus loin. Et les perspectives, c'est de travailler sur la motivation des apprenants, sur leur acquisition. Et pour cela, on a les réflexions autour du lieu de formation, les réflexions sur le formateur, les formateurs 2.0 et tout ce qu'ils deviennent, et aussi tout ce qui est accompagnement pédagogique qui devient aussi majeur dans cette modalité. Merci beaucoup. On a fait le tour des paroles des caisses nationales et maintenant on passe aux questions d'échange. Justement, alors restez avec nous parce que je pense qu'on peut avoir des questions qui vous concernent. Et puis peut-être que vous pouvez aussi nous rejoindre, je ne sais pas, sur le plateau si c'est possible ou pas. Et donc avons-nous plutôt des questions? Alors oui, on a eu énormément de questions auxquelles on ne peut pas forcément répondre en 10 minutes. Donc en fait, au-delà des statistiques, des données, de tout ce qu'on peut apporter sur les outils, on vous donnera les informations sur le site de Lucans. Ça, vous aurez toutes les informations sur la page Digital Learning, sur là où on en est. Et sur les formateurs, bien évidemment, la formation des formateurs est au cœur aussi des questionnements et bien sûr de la place des concepteurs, entre les concepteurs au niveau des opérateurs de formation et bien sûr de ce qui se passe aussi au niveau des réseaux, comme tout le monde l'a exposé. Tout ça, c'est les mêmes préoccupations. Les lieux aussi, ça a été très très demandé. Donc on va apporter en tout cas des réponses sur ça. Nous, vraiment, pour clôturer en fait cette émotion, ce qui nous importe, et c'est aussi les questions qui sont très pertinentes, c'est sur finalement l'accompagnement des services formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il parle bien sûr de l'accompagnement des managers, mais il convient aujourd'hui d'accompagner les services de formation. Est-ce qu'il est prévu finalement des groupes, des travaux, et quels conseils vous donneriez concrètement aux services formation
pour faire adhérer à cette nouvelle culture, on va dire, hein, ce changement de paradigme, parce qu'ils sont quand même dans une culture de production, et comment faire adhérer finalement aux formations à distance, comment les rendre attractives et comment finalement concrètement, opérationnellement, ils sont dans la continuité finalement de tout ce que l'on mène au niveau de la politique de formation et des caisses nationales. Donc eux concrètement, ils veulent savoir comment ils seront accompagnés, donc les services formation dans ces enjeux de transformation. Je pense qu'on peut finir rapidement sur ces questions. Alors, je pense, côté des branches, vous aurez bien entendu des réponses puisque vous travaillez avec vos réseaux. Donc, on laissera la parole si on en a le temps. En tout cas, la réponse que l'on peut apporter en interbranche, et ça c'est important, c'est effectivement, vous faites partie des acteurs, bien entendu, en tant que responsable formation, en tant que service formation. On est dans la RH et on a vu que c'était très, très proche, hein, tout est étroitement imbriqué. Quand on parle de lieu, quand on parle de temps, quand on parle de développement de compétences et puis du rôle de l'apprenant. Donc, c'est un peu l'offre de service que l'on va nous porter en interbranche, en concertation bien entendu avec l'ensemble des caisses nationales, avec l'appui des organismes de formation. C'est vraiment l'offre pour permettre déjà premièrement une très bonne appropriation. Alors certains sont très en avance, mais on a vu et on voit par rapport à l'étude qu'il peut y avoir des niveaux de maturité différentes. Donc c'est de mettre un petit peu tout le monde à niveau dans l'appropriation de cette nouvelle culture et de ces nouveaux enjeux. Et puis après, c'est tout ce qu'on va apporter pour se sentir mieux avec ces nouveaux outils, ces nouvelles modalités d'apprentissage, également les relations avec l'informatique, parce que on voit bien qu'il y a régulièrement quand même des difficultés et que ça peut mettre en difficulté les services formation qui, eux, sont en relation directe avec l'apprenant. Donc, c'est vrai, on retombe sur notre système d'acculturation et tous les outils, toutes les recommandations, tous les livrables qu'on peut mettre en place avec un appui de webconférences qui seront consacrées aussi aux responsables formation. Donc voilà, offre de service, vraiment, vous faites partie des personnes qu'on entend accompagner. Je ne sais pas s'il y a... Oui, oui. C'est possible de compléter bien avec sûr, une illustration de branche. Je parlais tout à l'heure des travaux qu'on a menés sur l'accompagnement des managers de la branche retraite dans une transformation et notamment des managers de production suite à un projet qui s'appelle Carrière 2.0. Là, on est en train d'accompagner les responsables formation des différentes CARSAT dans la mise en œuvre en fait, de différents outils. Et notamment, on s'est rendu compte que pour accompagner les managers dans cette transformation, il fallait, je le disais, avoir des points de formation le plus précis et adaptés à leur situation. C'est pour ça qu'on a construit un autodiagnostic. Et en fait, à chaque étape, on a vraiment essayé d'être le plus en proximité avec les responsables de formation, donc via des outils, mais que tout le monde utilise évidemment autour de cette table, des webinaires pour leur présenter les outils, voir comment on pouvait les utiliser. Et l'idée de cet autodiagnostic, c'est donc chaque manager le passe et ensuite il a une restitution qui lui dit voilà où sont tes points forts, voilà où sont tes points faibles. Donc il faudrait que tu te formes parce que tu n'es peut-être pas assez un manager coach ou tu n'es pas assez un manager pilote de la performance. Et donc le dernier outil qu'on est en train de leur livrer, c'est un catalogue de formation modulaire. Et en fait, le travail qu'on a fait, et ça a été dit tout à l'heure par Christian Viette, il y a énormément, aujourd'hui l'offre de formation, elle est pléthorique et aussi sur la partie managériale, il y a beaucoup d'acteurs institutionnels, hors institution. Donc nous, on a juste essayé aussi de faire un peu le filtre et de guider les équipes formation locales avec ce catalogue de formation modulaire en disant, sur tel axe de progression, par exemple, comment être un bon manager coach, voilà ce que nous, on a identifié en tant que caisse nationale. Voilà ce qui nous semble bien chez I410, voilà ce qui nous semble bien à l'EN3S, ou voilà aussi ce qui n'existe pas et qu'il va donc falloir que l'on puisse créer en 2022. Et du coup, je pense que c'est... notre rôle, en tout cas en tant que branche, c'est cette proximité. Et c'est aussi peut-être, notre rôle est peut-être aussi de rendre simple ce qui est compliqué aujourd'hui parce que c'est foisonnant. Et donc, peut-être parfois aussi de les aider à faire des choix et à prioriser. Et je pense que les catalogues de formation, c'est peut-être des outils pour moi qui ont fait leur temps. Et donc, comment est-ce qu'on arrive aussi à leur livrer les choses de façon...
pas forcément clé en main, parce qu'il faut que ça corresponde à un besoin, et c'est pour ça qu'un outil comme un autodiagnostic, un questionnaire pour le manager avant peut être utile, mais en tout cas, qui les aide à être plus rapidement ensuite dans la délivrance au manager de ce dont il a besoin. Alors c'est vrai que l'outil d'autodiagnostic est un outil qu'on travaille et qu'on va travailler par rapport à des référentiels de compétences. Je parlais d'offre de service et effectivement il y a l'offre de formation qui va au-delà, et si effectivement il y a un besoin d'interbranche, je crois qu'on a un certain nombre d'offres en direction des RH et elles doivent être retravaillées. On a parlé de revue de la formation professionnelle, comment on allait digitaliser la formation. Ça c'est un point, mais il y a aussi le contenu lui-même de la formation. Il ne faut pas l'oublier, il y a la modalité, mais il y a aussi le contenu de la formation. Et là, pour le coup, on est sur la compétence, et en matière de RH, il faut qu'on s'interroge sur les évolutions potentielles de notre programme de formation pour les RH, en intégrant cette donnée. Voilà. 15h50, oui, pas d'autres questions. Sur toutes les questions de données, donc on reviendra vers vous et on diffusera par le site. Donc il n'y a pas de souci, on les a toutes notées. En tout cas, on vous devait cette restitution d'études, c'était important. Vous aviez participé, il était important qu'on revienne vers vous. Et il est important qu'on revienne vers vous aussi avec des ouvertures, pas simplement de vous dire voilà, on a constaté ça, mais aussi qu'on vous dise que on travaille aussi depuis un certain temps, on continue. L'interbranche a décidé de s'orienter aussi sur de nouveaux sujets de réflexion, donc on va continuer. On vous donne d'autres rendez-vous pour l'année 2022. Donc voilà, en espérant que vous avez trouvé de l'intérêt à ce temps partagé. À très bientôt et au revoir.